Franck Marguin, le début de cette deuxième partie va commencer avec une question un peu politicienne. François Fillon s'est exprimé, invitant les partisans de l'UMP, ses électeurs, à choisir pour le moins sectaire. Est-ce que vous regrettez cette expression? Est-ce que vous êtes en adéquation? Enfin, quel est votre commentaire? Alors, écoutez, moi je vais être très honnête avec vous, je l'ai trouvé très astucieuse cette expression. Parce que d'abord, on peut quand même se dire que voter pour quelqu'un qui n'est pas sectaire, c'est quand même un très grand avantage. Bon. Alors bien sûr, je ne vais pas évacuer votre question, je pense que la ligne rouge, pas la ligne rouge, tout ça est un débat qui me paraît un faux débat pour les Français. Je pense que ce que M. Fillon a voulu dire, c'est qu'en fait, nous ne pouvions pas ignorer les électeurs qui votaient pour le Front National. Pourquoi? Parce que s'ils votent pour le Front National, je ne pense pas que la France soit devenue un pays raciste. Je ne pense pas que la France soit devenue un pays sectaire. Je ne pense pas que la France soit moins généreuse, soit moins ouverte. C'est quand même un pays avec une très grande générosité. Nous subventionnons dans de très grandes proportions des budgets internationaux, caritatifs, dans notre politique étrangère. Donc non, les Français n'ont pas changé. Les Français ont peur. Hein, je l'ai dit dans la première partie de cette interview avec les problèmes de sécurité. Donc M. Fillon a voulu s'adresser aux Français qui ont peur. Donc ces mots ne m'ont pas, comment dirais-je, amené à me draper dans l'espèce des choses insupportables. Je, personnellement, n'aurais pas formulé comme ça. Hein. Je pense que j'aurais plutôt adressé des paroles aux électeurs plutôt que d'imaginer, et c'est là où je reprocherai à M. Fillon son propos, c'est d'imaginer que l'UMP ne pourrait pas faire 10% dans une élection municipale. Je veux dire, c'est la seule chose, si vous voulez, dans ce propos qui m'a absolument désœuvré. Ça veut dire quand même que M. Fillon ne croit plus beaucoup à la capacité de comment dirais-je, rassemblement de l'UMP. Et là, je pense qu'il y a un petit pic quand même vis-à-vis des dirigeants actuels de l'UMP que j'ai trouvé vraiment déplacé. Voilà, hein, l'UMP, je vous le dis, il n'y aura. C'est un cas impossible pour moi, ou alors je ne croirais plus dans la grande formation conservatrice qu'est l'UMP, qu'elle fasse moins de 10% à une élection municipale. Enfin, ou alors, je veux dire, tous les schémas auxquels je suis habitué, auxquels je crois, seraient bouleversés. Donc non, donc puisque nous ferons forcément 10%, eh bien nous nous maintiendrons forcément en cas du duel PS Front National. Ça c'est la position, et c'est ma position officielle. On a pu considérer que les événements de l'été, l'insécurité, les drames à répétition dans la cité phocéenne, avaient inspiré ce commentaire de François Fillon. L'insécurité, c'est une question dont on a déjà parlé, mais qui, sur un plan national, pose de vraies questions auxquelles la force politique semble ne pas réussir à répondre. Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, deux choses. Tout d'abord, sur la cité phocéenne, je trouve que c'est un peu dommage de ramener Marseille à une ville de meurtre et d'assassinat. Marseille est quand même une ville, j'y suis allé cet été, je peux vous en parler, voir le fameux Mucem. J'y ai trouvé quand même une ville moderne, c'est une ville, vous savez, internationale, hein, comme beaucoup des villes portuaires. Hein, c'est une ville qui a 4000 ans. Hein, il faut savoir que c'est, je crois, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais ça doit être la plus vieille ville de France ou la deuxième plus vieille ville de France. Enfin, je veux dire, c'est quand même tout à fait intéressant. Donc, quelque part, je trouve que l'image de Marseille est un peu difficile. Mais pourquoi l'image de Marseille est un peu difficile? Parce que Marseille n'est pas du tout construit comme Paris. Si vous voulez, dans les quartiers nord de Marseille, ça correspond chez nous au 9-3. Donc il n'y a pas plus, entre guillemets, de meurtres et d'attaques à Marseille que vous en avez dans Paris et la région parisienne. Voilà. Ce détail remis en place, je ne voudrais pas que l'on pense que les hommes politiques fassent de la politique et fassent des déclarations en fonction de ce qui se passe à Marseille, parce que ce qui se passe à Marseille n'est pas très très différent de ce qui se passe dans les autres centres urbains, et seulement là effectivement c'est concentré dans la ville, puisqu'il n'y a pas cette organisation de banlieue que vous avez dans les autres villes. Alors, par contre, pour répondre à votre question, oui, je pense que les politiques ont volontairement ignoré ce sentiment d'insécurité, parce que d'abord, je peux en parler, quelquefois quand vous êtes politique, vous ne vivez pas au quotidien.
dans une cage d'escalier qui était abîmée, lacérée à coups de tag et des ascenseurs dans lesquels les gens ont tout démonté. Vous n'avez pas vécu le soir à 19h30 quand votre fille rentre du lycée, qu'elle est malmenée par des petits voyous, pas forcément d'ailleurs des grands voyous qui veulent la violer, mais des petits voyous qui vont la malmener. Vous n'avez pas, quand vous êtes un homme politique, un magasin qui a été cambriolé 5 fois ou 6 fois en l'espace de 2 ans par aussi des petits voyous, de la petite délinquance. Alors, ce que je pense, c'est que nous, hommes et femmes politiques, avons certainement sous-estimé ce sentiment dû à cette petite délinquance. Moi, je crois beaucoup, mais beaucoup, que si nous arrivons à réduire la petite délinquance, nous allons régler une grosse partie du vote, si vous voulez, qui se tourne vers les extrêmes. Je pense que les gens en ont marre de la petite délinquance, le vol à la tire, on vous vole votre portable, on malmène vos enfants, on tague la porte de l'école. Vous voyez, moi j'ai une permanence dans le 12e, sur le rideau, on a marqué fuck UMP. Eh bien, tout ça fait partie d'un sentiment dont les gens... Ça devient insupportable pour les gens, et je crois que vous devez, en tant qu'homme politique, prêter effectivement meilleure attention. Je pense que Mme Le Pen a compris peut-être plus tôt qu'il fallait régler le problème de la petite délinquance, donc il n'y a aucune raison que nous ne soyons pas capables de régler ce problème-là, et je pense que nous avons, d'ailleurs pour la ville de Paris, mais sur le plan national, au Parti chrétien-démocrate d'ailleurs, un très très bon programme, si vous voulez, pour lutter contre la petite délinquance. Voilà. Il y a quelque chose d'autre qui exacerbe les tensions en France actuellement, c'est la question fiscale. Alors, pour rebondir sur l'actualité, en premier lieu, il y a eu un nouvel imbroglio entre Jean-Marc Ayrault et François Hollande. Personne ne croit réellement à la stabilisation des prélèvements obligatoires. Est-ce que vous comprenez ce sentiment d'exaspération? Complètement. Alors, de toute façon, mais alors tellement, moi je pense que dans l'ADN de la gauche, vous avez l'impôt. De toute façon, ça c'est clair. Mais c'est tellement clair que ça a toujours été le cas. Je veux dire, lorsque M. Mitterrand, vous êtes un journaliste bien jeune, mais lorsque M. Mitterrand est arrivé, ça a été effectivement l'impôt sur la fortune, la création des tranches supplémentaires, pour un niveau de vie global de la France qui a régressé. En fait, si vous voulez, moi je vais dire quelque chose de très simple aux électeurs. Pour qu'un pays puisse offrir à ses plus démunis, à ses moins aisés, un niveau de vie, il faut que le pays s'enrichisse. Parce qu'il faut simplement grandir, si vous voulez, la part de richesse qui est distribuable. Et si vous taxez systématiquement les créateurs de richesse, eh bien, ces créateurs de richesse créent moins. Et vous avez la capacité immédiate, c'est ce qui d'ailleurs se passe, et vous allez le voir dans les chiffres, ça concerne en récession, lorsque vous taxez plus les riches, vous appauvrissez tout le pays. Et tellement fort que vous êtes obligé à ce moment-là de taxer les pauvres. Et c'est ce qu'ils font. Je vous disais tout à l'heure que vous avez 1,5 million de foyers fiscales qui vont payer plus d'impôts cette année. On voit bien, si vous voulez, que cette mauvaise politique qui consiste, si vous voulez, à inhiber la création de richesse par une taxation forte, rappelez-vous ce qui s'est passé pour les pigeons. Enfin, rappelez-vous cet engouement absolument systématique qu'ont les socialistes pour montrer que lorsque vous gagnez de l'argent, il faut absolument le taxer et on devrait vraiment avoir un jugement moral vraiment fort contre les gens qui gagnent de l'argent. Alors, je sens, de temps en temps, d'ailleurs même M. Montebourg, commence à peut-être imaginer que les entreprises devraient être un peu plus privilégiées, parce qu'il commence à se rendre compte que lorsque vous êtes artisan et que vous avez 2 apprentis dans votre entreprise, vous ne gagnez pas des 100 et des 1000 et que vous avez plutôt besoin d'un accompagnement que d'une critique. Et je ne connais pas, personnellement, et j'en ai rencontré pourtant des milliers, de patrons qui aiment licencier. Alors vous avez ça et là, bien sûr, et la presse en fait l'écho, des licenciements abusifs. Et donc on met ça en avant. Mais je peux vous dire, la réalité, elle n'est pas là. La réalité est que lorsque vous embauchez des gens, ça vous coûte cher. Les former, ça vous coûte cher. Une rotation de personnel coûte cher.
Et donc les employeurs ont plutôt envie de garder leurs forces vives et ont plutôt envie de garder les gens qu'ils ont formés. Donc l'idée, si vous voulez, du patronat qui s'enrichit sur le dos de la main-d'œuvre, c'est une vieille histoire du 19e siècle et ça n'est pas comme ça que vous regagnerez la confiance du pays. Sur une question plus fondamentale, sur les prélèvements obligatoires, d'aucuns prétendent aujourd'hui que l'architecture fiscale française est très paradoxale, avec certaines dépenses fiscales qu'on appellerait des niches fiscales très limitées, il ne faudrait pas les critiquer toutes, qui sont peut-être surnuméraires, pas très importantes, et comme vous le précisiez, des revenus modestes qui commencent à être assujettis à l'impôt. Par ailleurs, le journaliste Antoine Peillon de la Croix cible 60 milliards d'exode fiscal chaque année. Est-ce que finalement, il n'y a pas un problème plus global et finalement transpolitique sur la manière dont on taxe en France et sur l'administration fiscale? Mais écoutez, moi je dois vous dire que pour avoir vécu dans d'autres pays, des pays notamment anglo-saxons, des pays dits très socialistes ou très sociaux comme la Suède, ils ont beaucoup moins d'évasion fiscale, ils ont beaucoup moins comment dirais-je, d'incohérence fiscale, et finalement leur taux de prélèvement libératoire, leur taux de prélèvement, pardon, obligatoire, pas libératoire, est inférieur finalement à celui de la France. Et pourquoi? Parce qu'il y a une règle dans l'impôt, qui est une règle que vous allez comprendre très facilement. Il s'agit de savoir quelle assiette, c'est-à-dire quelle est la base sur laquelle on taxe. Et plus l'assiette est large, c'est-à-dire plus on taxe un très grand nombre d'assujettis, et bien plus vous pouvez avoir un petit impôt par personne. Et en fait, la France fait tout le contraire. Elle ne fait que cibler des catégories particulières. On a 6 ou 8 taux d'imposition. Elle ne fait que avoir des niches, donc sur des toutes petites populations. Donc ça donne une très grande incohérence et une très petite capacité, si vous voulez, à lever un grand nombre d'impôts. Donc tout le monde a l'impression d'être très taxé parce que vous vous trouvez forcément dans une catégorie qui a été mise en place. De l'autre côté, vous avez toute une industrie, on pourrait dire, qui s'occupe à faire de l'évasion fiscale, parce que les systèmes sont devenus tellement incohérents que vous pouvez, en arbitrant telle et telle chose, sans pour cela être contre la loi, ne plus être sujeté à l'impôt. Et là encore, effectivement, ce sont souvent les plus instruits, ou les plus riches, voire les deux, qui peuvent en bénéficier. Donc le système est complètement à revoir, et moi je vais vous dire en 2 mots, il faut trouver, comme a fait d'ailleurs le chancelier Schröder, socialiste, un moyen pour augmenter de manière significative les taux de TVA qui concernent l'ensemble de la population. Alors bien sûr, j'entends les cassants dire oui, c'est épouvantable, c'est un impôt injuste. Ce n'est pas un impôt injuste, c'est un impôt qui fait que vous payez l'impôt en fonction de ce que vous consommez. Et donc quand vous avez des taux réduits sur les produits de base, je trouve que c'est l'impôt le plus juste parce qu'il est à proportion de ce que les gens consomment. Et donc les gens, à proportion de ce qu'ils consomment, c'est à proportion de ce qu'ils gagnent. Donc vous taxez une TVA très faible à 2% des pâtes et du lait, et vous taxez une Ferrari à 28 ou 30%, je trouve que là vous avez une vraie justice sociale. C'est-à-dire que tout le monde paye en fonction de ses revenus, et les produits de base pour les populations forcément les plus fragiles sont très peu taxés. Eh bien, le chancelier Schröder a mis ça en place. L'Allemagne est en budget, en budget positif cette année, structurel, le budget structurel positif. Elle va avoir une réduction de son endettement global et elle a moins de 6% de chômage. Voilà, voilà comment on peut imaginer une fiscalité différente. La question de la TVA est intéressante parce qu'elle est liée en partie à l'Union européenne, je crois. Et on entend très peu actuellement de commentaires ou de propositions sur l'Europe. L'Europe était assez absente des déclarations du gouvernement au sujet de la Syrie. L'Europe revient peu en ce moment dans le débat. Vous êtes héritier de la démocratie chrétienne pour laquelle l'Europe a une vraie signification. Quel jugement global vous porteriez sur les institutions européennes et comment leur donner un nouvel élan? Écoutez,
D'abord, je porte un jugement très positif sur l'avenir, parce que je crois beaucoup à l'Europe. Je crois beaucoup à l'Europe. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation de blocage. Imaginez-vous aujourd'hui que pour une réunion européenne à 27, donc là où vous devez quand même accorder 5 ou 6 minutes de temps de parole par pays, avant qu'on ait pu aborder un sujet, c'est 3 heures d'introduction. Comment voulez-vous que ça fonctionne? Ça n'est pas possible. Aujourd'hui, on a voulu construire l'Europe avec beaucoup de bonnes intentions, mais la mécanique pratique, si vous voulez, celle qui consiste à prendre les décisions rapides, celle qui consiste à entendre, écouter les peuples, eh bien, elle n'est pas en place. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens s'éloignent de l'Europe. Et la population a l'impression que l'Europe est très lointaine, qu'elle ne comprend pas ses problématiques, qu'elle est très technocratique. Elle l'est, mais elle n'est pas par volonté. Elle l'est parce qu'on a voulu grandir dans un climat de paix et accorder à chacun sa place. Autrement, personne n'aurait voulu la construire. Mais je pense que maintenant que tout le monde a bien compris l'intérêt de l'Europe, il va falloir prendre de vraies décisions. Et je pense que les vraies décisions à prendre sont claires dans mon esprit. Vous avez besoin de 3 Europes. La première Europe, c'est l'Europe de l'euro. Et celle-ci, quoi qu'on en dise, il faut l'intégrer de manière supplémentaire. Nous devons, nous, les pays de l'euro, déléguer, je dis bien déléguer, moi je suis très attaché à la souveraineté de la France, donc il ne s'agit pas de tout donner sans contrepartie, mais de déléguer un certain nombre de pouvoirs. Et la zone euro doit avoir des organismes de décision qui soient rapides et qui permettent, si vous voulez, de gérer l'économie européenne de la zone euro. Ça, c'est le premier cercle concentrique. Donc si les gens ne sont pas d'accord, il faut s'en aller. Mais je pense que cette zone euro doit avoir des systèmes de gestion et un système politique beaucoup plus efficace. Deuxième cercle concentrique, vous avez ceux qui ne sont pas dans la zone euro. C'est l'Angleterre, c'est la Suède, c'est la Pologne. Et ceux-ci, soit ils peuvent rentrer dans la zone euro, s'ils ne veulent pas rentrer dans la zone euro, alors on doit imaginer comme un grand marché, c'est-à-dire un peu moins d'Europe. C'est-à-dire de l'Europe commerciale, de l'Europe, si vous voulez, de circulation des biens et des hommes, qui soit contractuelle. Ça plairait beaucoup aux Anglais. Je rappelle que M. Cameron a un référendum en 2017, donc s'il propose aux Anglais d'aller dans un deuxième cercle plutôt que dans le premier, les Anglais diront oui, ce qui permettrait d'avoir la capacité de sauver la face. Et puis, troisièmement, eh bien, le grand marché européen. Et là, on peut imaginer la Russie, la Turquie, des pays qui aujourd'hui ne sont pas européens et qui, à mon sens, ne sont pas dans l'Europe, mais pourraient participer, si vous voulez, une vaste zone de libre-échange qui contribuerait à la force de la zone euro, premier cercle concentrique, à la force du deuxième, j'allais dire, zone de pays européens liés dans la communauté et qui nous assurerait une meilleure prospérité. Et on réglerait le problème de la Turquie qui, je le rappelle, n'est pas un pays européen. Donc moi je suis contre l'arrivée de la Turquie dans l'Europe, de la zone euro dans le deuxième cercle, mais je lui ouvre un troisième cercle très volontiers. Pour continuer sur les questions internationales, vous avez réalisé un communiqué qu'on a relayé sur Nouvel Arbitre, absolument admirable, sur Maaloula. Vous avez critiqué les positions de François Hollande sur l'intervention en Syrie. Quelle est votre analyse sur la situation actuellement à Damas et sur la position de la France? Bien écoutez, nous avons été les premiers au Parti chrétien-démocrate à alerter, si vous voulez, l'opinion publique sur le risque de pensée unique, sur le risque, si vous voulez, d'une déformation de l'information. Il y a aujourd'hui une réalité en Syrie. Vous avez 3 types de forces. Vous avez le pouvoir en place, qui est une dictature, que j'appelle de mes voeux à modifier. Vous avez une opposition des étudiants, des commerçants, si vous voulez, des gens qui veulent plus de démocratie, qui sont légitimes. Et vous avez un troisième groupe qui sont les fanatiques religieux, les frères musulmans et les islamistes. Le début de la révolution a été très clair. Vous aviez les étudiants et les commerçants et les professions libérales dans cette révolution. Ils se sont très vite rendus compte que là où ils voulaient, un peu comme chez nous en 68 par exemple, ou en 89, ils voulaient plus de démocratie, ils voulaient un pays qui s'ouvre sur le monde, un pays qui soit moderne. Ils se sont trouvés avec des islamistes, et là, ils ont abandonné la révolution, comme par hasard. Donc je peux vous dire qu'aujourd'hui, la révolution que nous nous présentons comme une révolution de libération est une révolution menée par des islamistes.
Et là où je dis qu'il faut faire très attention, il faut bien différencier le pouvoir en place que j'appelle de mes voeux à voir partir, au profit d'une vraie Syrie qui soit gérée par des gens qui ont un souci de démocratie et qui respectent l'ensemble des minorités. Les frères islamistes, c'est pour ça que j'ai beaucoup intervenu, donc une idée, c'est bien sûr de